Je te le dis en off. Petite anecdote, j'ai été le premier rugbyman français en activité à faire son coming out. Le plus jeune, je n'avais pas forcément de rôle modèle noir, gay, rugbyman. Parce qu'il y a beaucoup de clichés dans le monde du sport. Beaucoup de clichés dans le monde du sport, comme dans le monde de l'entreprise, comme dans... c'est la société. J'imagine qu'on doit te parler souvent des vestiaires, etc. Des vestiaires, de la douche. J'espère que bientôt, on n'aura plus besoin de faire ce genre de discours, podcast. C'est dingue parce que j'aimerais que ça soit un jour où j'ai plus besoin d'inviter Jérémy sur mon podcast parce que son histoire, en fait, tout le monde s'en fout parce que c'est normal. Il y a tellement trop d'agressions, d'injustices, de discrimination. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'en fait, les gens qui discriminent, parfois, ils savent même pas pourquoi ils le font. Juste parce que j'aime pas les PD, j'aime pas les lesbiennes, j'aime pas les gros, j'aime pas les noirs. Souvent, en fait, cette haine, c'est juste l'ignorance de l'inconnu. On a le droit de pas aimer tout le monde. Il n'y a aucun problème. C'est un droit. Mais on n'a pas le droit de ne pas respecter les autres. Mesdames et messieurs, Nous bonjour. sommes en guerre. CNN is fake news. Don't talk to me. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Moi, c'est Mélanie, alias Mélanie Nouveau Média sur Instagram. Réalisatrice de reportages pendant 7 ans pour la télé, aujourd'hui je suis experte en nouveaux médias et je t'emmène dans les coulisses de l'audiovisuel, qu'il soit tradi ou digital. Fake news, mensonges, jeux d'influence et de pouvoir, mon objectif c'est de t'aider à mieux t'informer en levant le silence sur ce qui se passe derrière la caméra, les micros, dans les rédacs, dans les bureaux des prods. Et surtout, on décrypte tout ça avec les insiders, ceux qui font les médias. Waouh, déjà 10 épisodes de mon podcast, je réalise même pas qu'on en est là. Bon, pour marquer ce 10e épisode, je reçois Jérémy Clamiedro. C'est le premier rugbyman français à avoir fait son coming out dans les médias. Son entourage, son club, ils étaient déjà au courant, alors pourquoi il a choisi de le raconter publiquement dans un doc de Canal+. Avec Jérémy, on parle des préjugés qui collent encore au monde du sport, de la force qu'il faut pour les combattre et de l'impact que peut avoir une prise de parole dans les médias. Dans cet épisode, il nous raconte tout simplement son histoire. Ça va bien se passer, bon courage. Bonjour Jérémy. Bonjour Mélanie. Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast, je te le dis en off. Avant qu'on se présente, j'aime bien raconter aux gens comment j'ai rencontré mes invités, parce que je les choisis un peu jamais au hasard. Ok. Nous, on s'est croisés, j'étais accréditée pour le festival Unique, qui a eu lieu il y a quelques temps. Alors, Exactement. pour le coup, c'était la première fois que j'étais accréditée avec mon propre média, donc j'étais très contente. Merci. Et je t'ai croisée, tu étais maître de conférence là-bas. Exactement, je faisais une table ronde. Ouais, et en fait, j'ai écouté ton histoire et j'ai trouvé ultra passionnante et inspirante. Et je me suis dit, ça serait trop cool d'inviter Jérémy sur le podcast pour qu'il puisse partager son histoire avec tout le monde. Et en plus, après, tu m'as dit que tu étais amie avec Martin Petit, qui est déjà venu sur le podcast. On lui fait un petit big up. et voilà. Et alors, pour te récap un peu le podcast, je te le dis en off, moi, j'étais journaliste pour la télé pendant 7 ans. Et puis au final, j'ai décidé de lancer mon média parce que je pouvais pas parler de tous les sujets qui me plaisaient. J'étais un peu déçue des médias tradis. Et aujourd'hui, le but, c'est d'aider les gens à connaître les coulisses des médias pour qu'ils s'informent mieux et aussi pour parler de représentativité, représentation dans les médias parce que je trouve que ça fait aussi partie... les gens se rendent pas forcément compte qu'on manque de différence aussi dans les médias. Et c'est pour ça aussi que je t'ai invité pour en parler parce que je pense qu'on peut pas bien s'informer sans savoir que parfois on est mal représenté dans les médias. Exactement. J'aime beaucoup ton introduction parce que tu m'as invité pour en parler et moi, je me suis fait connaître dans un documentaire qui s'appelle Faut qu'on parle. Ouais. On en parlera après. Ouais. Est-ce que pour les gens, du coup, qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter ? Ouais. Donc, bonjour tout le monde. Jérémy Clamiedro, j'ai 34 ans. Actuellement, je suis en pleine reconversion. Avant, j'étais un rugbyman professionnel. Petite anecdote, j'ai été le premier rugbyman français en activité à faire son coming out. On en parlera après. Et aujourd'hui, je vais être ingénieur commercial pour la société Alma. Je commence à partir du mois d'août. Et sinon, à part ça, je suis très bien dans mon couple et dans ma vie. Accompagné de Clément Legrand, je lui fais un peu de pub, c'est un artiste. Allez voir ce qu'il fait. Et aujourd'hui, je suis avec toi et je suis content et j'ai hâte de converser davantage et d'expliquer un peu ma vie. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ton parcours de sportif ? Ok. Donc j'ai commencé le rugby à Rouen en 1999. Il y avait une Coupe du Monde, je ne sais plus où elle était.
Et mon père regardait les matchs et il a apprécié. Et il s'est dit, mon fils, il est costaud, grand, il mange bien. Il serait peut-être mieux au rugby plutôt qu'au taekwondo, ou je sais plus quel sport je faisais à l'époque. Et donc, du coup, il m'a mis au rugby. Je suis arrivé au rugby tardivement, fin octobre. Et j'ai mis du temps à apprécier le rugby. J'étais le seul noir qui venait de la cité. Vous comprenez pas les règles, qui faisait des passes en avant, limite qui avait peur du contact, bref, qui comprenait rien. Qui aimait bien parce qu'il y avait le goûter aussi à la fin de chaque entraînement. Avec C'était la troisième mi-temps déjà. C'était la troisième mi-temps, mais sans alcool, exactement. On avait juste la couleur, c'était des sirops qu'on a dit nous mentent, mais il n'y avait pas le goût, il y avait juste la couleur, mais c'est pas grave, avec les 4 quarts ou les marbrés, enfin bref, passons. Mais au fil du temps, je me suis lié d'amitié avec tous les copains du rugby. J'ai progressé, je n'avais plus peur du contact. J'aimais ça même, je suis pas maso, mais j'aime bien plaquer, bref. Et donc, du coup, j'ai joué 15 ans dans le club de rugby de Rouen. Mais je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait une fois 5 ans. Après, je suis parti en région parisienne. J'ai joué à Massy au Racing, dans les catégories jeunes. Après, j'avais pas l'âge de jouer en pro, ou pas le niveau de jouer en pro avec mon dernier club francilien. Du coup, je suis reparti à Rouen. Et là, j'ai fait 10 années avec le club de Rouen. Et avec ce club, on a évolué de Fédéral 3 à Fédéral 2 à Fédéral 1, à Pro D2. On a aussi été 2 fois champion de France en Fédéral 1. Et je me suis fait des amis. J'ai fait perdre quelques cheveux à mon entraîneur, Richard Hill, que j'apprécie beaucoup et que j'estime énormément. Parce qu'il a fait progresser le club, il m'a fait progresser. Mais moi, parfois, j'étais un peu border. Donc... Jérémy, tu m'emmerdes. Tu l'écoutais pas trop? Comment? Tu l'écoutais pas trop? Oui, je l'écoutais, mais voilà, j'étais moi. Mais non, mais c'était cool. Hein. Il m'a appris la rigueur, il m'a appris à respecter les camarades, à me mettre dans le rugby parce que le rugby pouvait m'apporter quelque chose. Et le rugby m'a apporté quelque chose, donc je lui dis merci. Et merci à lui, aussi à tous les coéquipiers qui m'entouraient à Rouen parce que du coup, c'est la force du collectif. Et en fait, Rouen, ça a été une étape énorme dans ma vie. Je pourrais jamais critiquer le club ou les acteurs du club parce qu'en fait, ils m'ont tellement permis de découvrir des belles choses, découvrir la France, découvrir le haut niveau, découvrir le monde professionnel. Ils m'ont aussi bien rémunéré, puis ils m'ont fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, merci au rugby, et merci à Rouen, et merci à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin pour me dire arrête de faire le con et on a besoin de toi et reste dans les clous parce que t'es un bon joueur. Donc, Trop belle histoire. Très belle histoire. Est-ce que les médailles qu'on voit là, elles font partie du coup de ton... Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les 2 fois on était champion de France avec Rouen en Fédéral 1. Trop bien. Donc la Fédéral 1 maintenant c'est la 5e division, mais avant c'était la 3e division. Okay. Et donc en fait c'est l'antichambre de la Pro D2 et la Pro D2 c'est la division professionnelle avec le top 14. Et du coup on était 2 fois champion de France en Fédéral 1 et c'était de très belles années, de très belles montées, de très belles aventures humaines. Et de très belles fêtes aussi. Ça a l'air incroyable. Si je t'ai invité aussi aujourd'hui, c'est parce que en dehors de ta carrière de sportif, tu as aussi été connu pour avoir participé à un documentaire sur Canal+, dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle Faut qu'on parle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta participation? Exactement, donc Faut qu'on parle, c'est un documentaire qui est toujours disponible d'ailleurs sur MyCanal, si vous avez les codes, allez-y. Un documentaire avec 6 sportifs de haut niveau, 3 garçons, 3 filles, des champions du monde, des champions de France, des champions olympiques, enfin bref, de grands noms du sport. Et en fait, tous les 6 ont des livres, un message d'amour, un message d'espoir, et on fait un coming out médiatique ensemble. Donc j'ai accepté de participer à ce documentaire parce que plus jeune, je n'avais pas forcément de rôle modèle noir, gay, rugbyman. Je le dis, il y a eu Gareth Thomas, un très grand joueur que j'estime et que j'admire, qui a fait son coming out. Mais pour le coup, il parle anglais, moi non, et il est blanc. Et donc voilà, c'est vrai que je me suis pas forcément identifié à lui, et surtout parce qu'il parle pas français. Et du coup, on a tous fait ce documentaire à 6 en parlant en français et en délivrant un message d'amour. Ça s'est très très bien passé. Le documentaire a très bien été filmé. Il dure 1 heure. Et en fait, chacun parle
de sa vie personnelle, quand il l'a annoncé à leurs parents, quand il l'a annoncé au sport, comment ça s'est fait, enfin, les difficultés, comment ça a été pris. Et donc, du coup, chacun peut s'identifier à qui que ce soit parce que on est 6 personnes différentes. Et ouais, c'est un très beau documentaire. C'est un truc. Au début, quand on m'a proposé de faire le documentaire, Lies, il m'appelle, c'est un des producteurs. Je dis oui. Et après, je reviens sur ma décision. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, vivons heureux, vivons cachés. Donc, pourquoi le dire, sachant que ça se passe bien? Et au final, je me suis dit, ouais, mais en fait, Lies et Arnaud, les 2 producteurs, ils m'ont dit, mais Jérémy, t'inquiète, de toute façon, on sera là pour toi. Et puis, au début, tu nous as dit que tu voulais le faire justement pour cette nouvelle génération, pour leur donner un peu de visibilité. Donc, ce serait dommage de ne pas t'avoir dans le documentaire. Et de là, je lui ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Je m'en fous du regard des gens. De toute façon, moi, je l'ai dit à tout le monde dans le rugby. Ça s'est très bien passé, enfin, dans mes clubs. Et en même temps, j'ai profité de ce documentaire pour faire passer un message à mon père. Okay. Parce que jusqu'à présent, j'avais pas encore eu le courage de lui dire entre quatre yeux, bah, voilà, papa, je suis gay. C'était le seul dans ton entourage qui n'était pas au courant? C'était le seul dans mon entourage qui n'était pas au courant. Bon, ma mère a dû lui faire des confidences sous l'oreiller, je suppose, je sais pas, je ne l'ai pas demandé. T'étais pas là. Mais en tout cas, voilà, j'ai dit à mon père comme ça. Okay. Et petite anecdote, je lui ai montré ce documentaire le jour de la fête des pères. Oh. Bonne fête, papa. Et alors? Et aujourd'hui, mon père, il a entendu ma détresse et dans le documentaire, comme je vous ai dit, il est très bien tourné parce que juste avant moi, il y a Amandine Bouchard, une championne du judo et bientôt, j'espère, aussi une championne du rugby parce qu'elle a un double projet. Et elle annonce le jour où elle a annoncé à sa mère et en fait, ça s'est mal passé et malheureusement, elle a déjà perdu son père. Et en fait, dans le documentaire, sa mère lui dit considère-toi orpheline, n'accepte pas ton mode de vie. Donc mon père entend un peu cette détresse, cette souffrance d'Amandine et en fait il se dit ouais, je veux pas ça pour mon fils, quoi. Et après moi je passe en disant bah voilà papa, je suis gay, avec la petite larme, mais je reste ton enfant, je suis pas meilleur ou moins bon que tes autres enfants, donc aujourd'hui voilà, j'ai envie d'être moi-même, d'être honnête et te dire la vérité. Et du coup il voit petit présent que je lui ai offert ce jour-là, bref. Et à la fin du commentaire, il me dit qu'il le savait, qu'il attendait que je lui en parle pour m'en parler parce que c'est un sujet un peu tabou. Et il savait pas comment l'aborder avec moi. Et après, il m'a dit, mais t'inquiète, tu restes mon fils. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'est la première fois. Il me l'a redit depuis, mais c'était la première fois qu'il me disait je t'aime. Oh. J'avais 30 ans. C'était un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Mais merci quand même, merci papa. Mais surtout, en fait, il m'a prouvé que l'amour d'un enfant doit être plus fort que l'homophobie. Parce que plus jeune, mon père, en fait, il m'a un peu handicapé, il m'a un peu freiné parce qu'il avait des propos un peu arriérés, vieille France, conservateur, enfin bref. Limite homophobe. Et du coup, je me voyais mal lui dire tu dis ça, mais papa, voilà, je suis gay. Je suis du bâtiment, je suis de la fanfare. Enfin, bref, de toute façon, excusez-moi pour ce vocabulaire, mais voilà, je savais pas comment lui dire, donc j'ai choisi un peu la facilité, mais bon, en même temps, je me suis aussi exposé devant beaucoup de gens, mais pour le coup, il y a eu que des retombées positives, ça s'est bien passé. Et merci papa et merci les producteurs Canal pour ce documentaire parce qu'aujourd'hui je regrette pas et du coup je suis devenu un peu un rôle modèle, un porte-parole pardon, et du coup je continue à libérer la parole pour éviter le harcèlement à l'école, pour éviter les discriminations, pour faire comprendre aux gens que c'est que de l'amour, qu'un couple hétéro qui se tient la main dans la rue, ils se font pas dévisager, ou s'ils sont un simple bisou, ils sont pas agressés, tandis qu'un couple homo qui se tient la main dans la rue se font agressés, voire violentés parce que les gens sont haineux et les gens sont mauvais. C'est que de l'amour une fois de plus. Et puis, on est qui pour juger l'amour d'une autre personne et juste faire comprendre aux gens que il n'y a pas de problème, il faut juste accepter tout le monde. Et puis, le monde est différent et enfin, on est tous différents et que c'est cette différence qui fait la beauté du monde. Donc, acceptons les différences de chacun et essayons de ne pas gêner ou de... Pas essayons, mais nous ne devons pas, nous ne pouvons pas. D'ailleurs, c'est une discrimination et c'est interdit par la loi. Mais juste, voilà, que chacun se respecte et le monde sera plus beau ou il sera plus gay. J'ai écouté un petit peu les podcasts et des interviews de toi. Et ce qui était intéressant, c'est que tu disais qu'en fait, dans ton entourage, du coup, à part ton papa, tout le monde était déjà au courant que tu étais gay. Tu l'as toujours dit à tes clubs. Et en fait, ton coming out, il a été en fait pratiquement seulement médiatique.
quand tu l'as fait pour Canal. Tu nous as dit que c'est aussi parce que tu n'avais pas eu de rôle modèle, mais est-ce que tu avais envie justement d'être militant ou d'être engagé? C'était ça son... Non, pas du tout. Au début, j'ai dit, je fais le documentaire et puis après, stop. Mais ça a fait ce documentaire a eu un effet waouh. Il a été primé à plusieurs reprises. Et en fait, ma petite histoire, les gens attendaient une suite. Pardon. Dans le sens, ah ouais, il a fait ça, il a dit ça à son père, et du coup, c'est quoi la suite? Donc, du coup, j'ai été invité dans différents plateaux pour donner cette suite, et aussi, ouais, il y a eu ce petit Lucas là en 2023 là qui malheureusement rentré de scolaire janvier 2023, qui demande à sa prof d'aller aux toilettes, et malheureusement il était victime d'harcèlement, de discrimination, et en fait il va aux toilettes et il revient jamais parce qu'en fait il a fait l'irréparable et il s'est suicidé malheureusement. Et moi en fait du coup cette histoire m'a beaucoup attristé, plus j'en ai connu plein d'autres aussi, et je me suis dit mais Jérémy, en fait t'as eu la possibilité, t'as la force et t'es assez à l'aise pour parler, et surtout tu as cette visibilité entre guillemets dans le sens où tu peux être invité dans certains plateaux, médias, podcasts pour justement libérer la parole. Mais profites-en parce qu'en fait, tu peux aider des gens, tu peux sauver des vies, tu peux changer de mentalité, de vision à certaines personnes qui discriminent, qui harcèlent, voire qui agressent. Et du coup, c'est peut-être juste une petite goutte d'eau, mais en fait, c'est la somme de plusieurs petites gouttes d'eau qui remplissent des océans, des mers. Enfin, je vais pas faire des phrases... philosophie, mais juste voilà, si je peux changer un peu une mentalité ou une façon de voir ou donner un peu de force à quelqu'un, eh ben je me dis pourquoi pas. Moi, ça me coûte rien, au contraire, ça me fait du bien, ça me fait même plaisir de le faire parce que je sais que je fais du bien, et j'espère que bientôt on n'aura plus besoin de faire ce genre de discours, podcast ou délivrer ces messages d'amour, d'espoir, parce qu'au final on est juste des êtres humains. L'article numéro 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, si ma mémoire est bonne, on est tous libres en droit et égaux. Enfin, j'ai plus le terme exact, mais juste on pouvait juste se respecter et être libre, et ne pas s'empêcher de vivre chacun les autres. Le monde se portera beaucoup mieux, quoi. C'est ce que je me disais. C'est utopique, mais ouais, c'est la base. Enfin, toi, t'es blonde, t'aimes sûrement les hommes. Je sais pas, je m'en fous. Je le respecte. Moi, je suis noir, j'aime les hommes, donc tu dois me respecter, basta. Et puis, si on arrive à se respecter, tout à l'heure, on va aller boire un café ensemble, on va se raconter nos vies, ça va être cool. C'est ce que je me disais, tu sais, en t'invitant, je me disais évidemment que j'avais envie de raconter ton histoire parce qu'elle est inspirante, et je trouve que, pour moi, je me bats aussi parce que je trouve qu'il y a tellement besoin d'avoir plus de rôles modèles de gens différents. Et d'un autre côté, je me disais, c'est dingue parce que j'aimerais que ça soit un jour où j'ai plus besoin d'inviter Jérémy sur mon podcast parce que son histoire, en fait, tout le monde s'en fout parce que c'est normal. Et Exactement. en fait, j'avais quelque chose de me dire, et bien sûr, j'ai envie de raconter son histoire. En même temps, c'est pas normal de devoir, tu vois, la mettre en avant parce que ça devrait être normal. Il ne devrait pas avoir besoin de dire qu'il aime, tu vois, à la télé. C'est ça, je ne devrais pas avoir besoin, mais malheureusement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement trop d'agressions, d'injustices, de discrimination. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'en fait, les gens qui discriminent, parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Juste parce que j'aime pas les PD, j'aime pas les lesbiennes, j'aime pas les gros, j'aime pas les noirs. Mais est-ce que tu as appris à connaître personnes lesbiennes, gays, noirs, arabes, gros, grands, maigres ou handicapés ou... Je mélange pas tout, mais juste... Souvent, en fait, cette haine, c'est juste... l'ignorance de l'inconnu. C'est ce que je dis souvent. Moi, je vais pas toujours en vacances... en Angleterre, aux États-Unis ou dans un pays anglo-saxon. Pourquoi ? Parce que je parle pas anglais. Je suis une quiche, malheureusement. Et c'est dommage. Avant, l'anglais, on commençait à l'apprendre en primaire. Maintenant, ils commencent à apprendre l'anglais en maternelle. Plus tu apprends l'anglais tôt, plus tu as de chances de devenir bilingue. Et moins tu as de problèmes avec cette langue. Et du coup, en fait, plus tu apprends à connaître les personnes qui t'entourent, moins tu auras de problèmes avec leur singularité, leurs différences. Il faut juste en fait parler et ne pas rester uniquement avec des personnes qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, qui votent comme nous, qui s'habillent comme nous. Juste s'intéresser un peu à l'autre. Et en fait, ça va nous ouvrir l'esprit. On mangera peut-être un peu plus épicé ou un peu plus crémeux ou un peu plus, je sais pas,
avec d'autres épices ou avec pas de viande, selon les différences de chacun. Mais juste, voilà, s'intéresser à l'autre, découvrir et apprendre de l'autre. Parce qu'en fait, on apprend tous les jours. Et moi, je sais que j'ai un monsieur que je respecte énormément, c'est le père de mon meilleur ami, Dominique, qui est, lui, plus jeune, avait comment dirais-je, un avis très fermé sur l'homosexualité. Et aujourd'hui, il m'a dit plusieurs fois que je lui ai fait changer d'avis et qu'il regrette son comportement du passé. C'est fait, il n'y a pas de souci. Mais au moins, moi, je continue de libérer la parole pour ce genre de choses. Réussir à faire entendre aux gens que on est comme ça et il n'y a rien de méchant et apprenez à nous connaître et on ne va pas vous pervertir, on ne va pas vous détourner, on ne va pas vous toucher, vous inquiétez pas. Bref. Est-ce que, justement, tu disais que souvent, le rejet, tu vois, de la personne différente, elle était liée à l'ignorance. Moi, j'ai l'impression que ça passe surtout parce qu'il y a trop peu de rôle modèles dans les médias. Tu disais que toi, quand tu étais jeune, il n'y avait pas de personnes noires, gays, rugbyman que tu pouvais voir, sur lesquelles tu pouvais t'identifier. Aujourd'hui, t'en penses quoi encore ? Est-ce qu'il y en a assez dans les médias ? Il y a assez de représentation ou... De rôle modèle, malheureusement, il n'y en a pas suffisamment dans n'importe quelle situation, exemple ou n'importe quel cas. Il faut libérer la parole, mais après, voilà, il faut libérer la parole quand tu es prêt à le faire, quand tu es assez fort pour le faire, parce que parfois, c'est pas facile. Avec tous les haters, avec tout aussi cette facilité qu'on peut avoir à juger les gens. Mais oui, il faut des rôles modèles, il en faut plus, il en faut davantage dans tous les domaines. Maintenant... En quoi ça aurait pu t'aider, toi, plus jeune ? Ça aurait pu m'aider, moi, plus jeune, peut-être à faire mon coming out auprès de mes parents, surtout auprès de mon père, peut-être un peu plus tôt. Ça aurait pu m'aider à me dire, en fait, Jérémy, t'es pas différent, enfin, t'es normal. Ça aurait pu m'aider à trouver l'amour peut-être un peu plus tôt. Ça aurait pu m'aider aussi à m'accepter plus tôt, parce que du coup, moi, je m'étais fait des films, je t'en ai pas parlé, mais je m'étais dit j'allais être... hétéro, entre guillemets, j'allais me marier, avoir des gosses et de temps en temps simuler un séminaire, une réunion qui se termine tard pour aller faire mes affaires à droite à gauche, comme beaucoup de gens ont pu le faire jusqu'à présent. Et voilà, et du coup, j'aurais pas été heureux, je n'aurais pas rendu la personne heureuse aussi, et j'aurais pas été moi-même. Et heureusement que j'ai pas fait cette bêtise, et heureusement qu'avec le recul, mon libre arbitre a fait que, en fait, non, mec... tu vas pas faire ça et puis voilà, tu prendras ton temps, tu le diras à tes parents ou pas, mais vis ta vie et tu vas voir, tu seras plus heureux et tu seras plus beau, donc voilà. Mais oui, c'est encore compliqué, et donc c'est pour ça que parfois les rôles modèles peuvent aussi faire du bien pour booster une personne, pour accélérer des choix de vie, pour oser être soi. Oser être soi. Tiens, justement, en parlant de ça, je me permets. Là, tu as un petit livre qui s'appelle Afro-Queer. Je sais que tu l'as apporté, tu voulais qu'on en parle. Exactement. Afro-Queer, ce livre, c'est un livre qui recueille, je sais pas, je pense qu'il y a 25 portraits différents, exactement, que des personnes afro, du coup, françaises, américaines, africaines, enfin bref. Et en fait, c'est pour donner un peu d'espoir à toute cette jeunesse afro, queer, qui manque de visibilité. Donc, c'est que des hommes et des femmes, vraiment 25 portraits différents de différents continents, juste pour donner encore une fois de plus ce rôle modèle, cette visibilité, pour faire comprendre aux jeunes que vous inquiétez pas, vous n'êtes pas différents, vous n'êtes pas malade, les thérapies de conversion, là, il va falloir arrêter, tout ça. Et juste, il y a d'autres personnes dans d'autres pays ou un peu plus loin qui sont comme vous et qui vivent très bien. Et lisez ce livre et vous verrez que ça va le faire. Ça va être dur parfois, comme pour tout le monde, mais ça va le faire. Et voilà pourquoi j'ai accepté de faire ce livre, comme j'accepte aussi de venir ici. C'est pour libérer la parole. Et une fois de plus, je me répète, mais c'est que de l'amour. Et je crois qu'il y a ton portrait aussi dedans. Il y a mon portrait, exactement. Le marque-page. Avec une belle petite photo. Elle est trop belle ta photo. Je peux pas voir. Elle est trop cool. Et est-ce que de participer, si tu as participé aussi à ce livre, c'est parce que peut-être que ça
peut être plus difficile pour quelqu'un qui fait partie de la communauté afro de faire son coming out? Oui, c'est plus difficile, comme c'est aussi très difficile une personne qui vient d'une famille très bourgeoise, française, catholique, dans le 16e, 8e, d'annoncer à ses parents qu'il est gay. Après, c'est vrai que tout ce qui va être dans l'immigration, les Noirs, les Arabes, les Africains, enfin, c'est une culture différente et du coup, c'est encore plus dur de l'annoncer. Enfin, c'est pas que c'est encore plus dur. C'est dur, mais c'est plus tabou? C'est plus tabou, voilà. Ça existe, il n'y a aucun problème, mais on n'en parle pas, on ne veut pas le savoir et limite, c'est banni. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un peu plus compliqué, oui. Ouais. C'est pour ça que c'était important pour toi aussi de témoigner. Exactement. Trop bien. Et est-ce que justement, on parlait de rôle modèle, aujourd'hui je suis sûre qu'il y a peut-être des ados, tu vois, des jeunes qui ont écouté ton interview, ton intervention dans le documentaire. Est-ce que tu as reçu des témoignages Ouais. Mais d'ailleurs, un jour, je sais pas, je lance un projet, un appel à projet comme ça. Depuis 4 ans maintenant que je fais ce documentaire, là, faut qu'on parle sur Insta et Facebook. Je reçois beaucoup de messages de remerciements, de sympathie, de félicitations ou autres. En fait, un jour, je me suis dit, pourquoi pas faire un blog pour mettre tous ces commentaires, mais de manière anonyme, sans citer de nom, photo ou autre, juste pour laisser un peu ce recueil disponible, libre de droit, à toutes les personnes qui se cherchent, qui doutent, qui ont du mal à s'accepter. Parce que ce soit des familles, des mères, des pères, des personnes âgées ou des plus jeunes, parce que j'interviens aussi beaucoup dans les écoles, dans les entreprises. Et en fait, j'ai toujours des messages pour me dire merci, j'aurais tellement aimé entendre ceci il y a 20 ans, voir ce documentaire il y a 30 ans. J'aurais tellement aimé que mon mari puisse le voir, que mon fils puisse aussi vous écouter avant de faire l'irréparable. Plein de messages, des messages positifs, des messages négatifs, des messages joyeux et d'autres un peu plus tristes, comme je t'ai dit. Mais voilà, je voudrais bien faire un petit recueil avec tous les messages que j'ai. Tu pourrais en sortir un livre, non? Ouais, mais le livre, pour le coup, ce sera payant. Et voilà, un petit recueil que je mets en ligne, il sera perdu dans l'Internet, mais voilà, laisser quelque chose de disponible qui est là pour tout le monde, gratuit pour donner une fois de plus un peu de courage à certaines personnes qui doutent. Juste voilà, laisser un peu de visibilité à certaines personnes qui se cherchent, parce que la société parfois elle régresse, même si on fait tout pour qu'elle avance, mais parfois elle fait un peu comme le Madison coup de roue. Elle avance, elle recule, un peu en avant, un peu en arrière, donc voilà, c'est compliqué. Et si je pense aussi ton témoignage parle autant aux gens, c'est que le sport a quand même une réputation parfois de ne pas être très ouvert aux personnes gays. En tout cas, oui. Tu vois, tu as été la première personne, c'était il y a 4 ans, à faire ton coming out médiatique dans le monde du rugby. Je suppose que tu n'es pas le seul joueur gay dans le monde du rugby. Non, pas du tout, je ne suis pas le seul. En fait, je sais pas, il y a un baromètre que j'avais vu l'autre jour dans l'autre cercle. C'est à peu près 12% de la population qui est queer. Et dans le rugby pro, du moins, on est 1500. Donc sur les 12%, s'il y en avait qu'un il y a 2-3 ans, quand j'étais encore professionnel, on n'est pas dans les quotas. Ouais, il y en a au moins 150-200, quoi. Voilà. Au foot, je ne vais pas aller sur ce sujet, mais bon, personne n'en a parlé encore jusqu'à présent en France. C'est vrai, c'est fou, et c'est quand même le sport le plus populaire au monde. Donc voilà. Mais et maintenant, avec la génération Z, c'est ça? Ouais, Gen Z, là. Gen Z. Et du coup, eux, ils parlent plus de 26%. Donc voilà. Donc je sais pas, mais tout ça pour dire que j'ai été le premier rugbyman pro à en parler. Je ne suis pas le seul, c'est sûr et certain. Je ne force la main à personne. Mais par contre, il y a beaucoup de clubs inclusifs, beaucoup de rugbyman amateurs qui, eux, pour le coup, sont gays. Parfois, ont eu de mauvaises expériences dans des clubs classiques. Donc, du coup, se crée une structure associative pour jouer entre eux dans un univers un peu sain, safe et sécurisant. Parce qu'il y a beaucoup de clichés dans le monde du sport. Beaucoup de clichés dans le monde du sport, comme dans le monde de l'entreprise, comme dans... C'est la société. Parce que j'imagine qu'on doit te parler souvent des vestiaires, etc. Des vestiaires, de la douche, de tout ça.
En fait, moi, le rugby, c'était mon boulot. Et du coup, je dis une bêtise, un mec qui bosse dans une cuisine au McDo ou dans un grand restaurant, il passe par le vestiaire pour se changer, mettre sa tenue de civil pour mettre sa tenue de cuistot. Et du coup, quand il se déshabille, il n'y a pas non plus d'attouchement ou je regarde l'autre. Enfin, on est là pour travailler. Et moi, c'est ce que je me tue à dire à tout le monde. Et aussi, comment veux-tu que je gagne le respect des gars si je les mate, si je les touche ou si j'essaye de les détourner? D'une part, c'est mes copains. De deux, c'est mes frères d'armes. Et de trois, je les vois tous les jours. Mais surtout, on est là pour travailler. On n'est pas dans une backroom. Donc certes, je suis homosexuel, mais je ne suis pas là pour faire de la sexualité. Je suis là pour jouer au rugby. Et c'est un amalgame que j'aime bien aussi préciser. Donc en fait, quand je vais à l'entraînement, du coup, je change ma tenue. On s'est entraîné, donc du coup, on a sué. On passe sous la douche parce que du coup, on se lave. Mais on va uniquement se laver. Je vais pas faire autre chose. Et du coup, les gars du rugby, dans un premier temps, il y en a certains qui étaient un peu réticents. Ouais, il est gay. Et moi, du coup, je leur disais, mec, tu crois qu'il va se passer quoi sous la douche? Je vais pas te frotter le dos. Enfin, on va se laver, tranquille. Ouais. Si tu veux prendre ton ticket, tu vas attends. Mais moi, je vais rester une demi-heure sous la douche. Donc voilà. Non, mais tout ça pour... Tu sais, quand ils étaient un peu mal à l'aise, moi, je les mettais encore plus mal à l'aise, avec de l'humour. Et puis même parfois, je leur mettais une petite claque sous les fesses, parce que sur les fesses, au niveau de la cuisse, pour les détendre. Mais au final, au rugby, j'ai aussi gagné mon respect comme ça, parce que les gars, ils savaient qu'avec moi, il n'y avait aucun problème. Je leur disais, t'es dégueulasse, t'es pas ma cam. Sachant que je suis le plus dégueulasse, mais c'est pas grave. Mais toujours dans l'humour, et puis surtout aussi, j'ai réussi à éduquer ou rééduquer certains gars. Comme parfois, j'ai eu des capitaines qui pouvaient dire, allez les gars, on n'est pas des PD. Moi, oui. Ah putain, Jérémy, tu fais chier. Pardon de vocabulaire. Oh, Jérémy, tu nous embêtes. Mais en fait, oui, mais en fait, mec, moi, je te respecte, donc respecte-moi. Tu vois, la violence que tu m'envoies à chaque fois quand tu dis ce genre de mots, mais moi, au bout d'un moment, j'en ai marre de la subir. Donc, du coup, je vais te la renvoyer. Et c'est comme ça que... Bon, après, c'est pas forcément la meilleure des méthodes pédagogiques et éducatives, mais c'est comme ça que j'ai aussi gagné le respect des gars, qu'ils ont aussi changé leur vocabulaire. Et après, c'est terminé par j'aime pas les gays, mais toi, je t'aime bien. Cette fameuse phrase. Voilà, c'est un petit pas. Et puis même après, lors d'un match, parfois, il a pu arriver 2-3 fois les mecs qui taquinaient. Ah, mais lui, c'est le gay de Rouen. Ouais, mais donc du coup, c'est mes coéquipiers qui me défendaient parce que j'entendais pas tout. Ils me disaient, ouais, mais il est peut-être gay, mais il a plus de couilles que toi. Enfin, des trucs comme ça, pardon du vocabulaire. Mais juste pour dire que en réussissant à rassurer les gens et aussi à montrer une bonne image de moi et aussi en me comportant correctement avec eux, j'ai réussi à leur faire changer de regard, d'idées, et au final c'est eux qui sont devenus un peu des protecteurs, alors que c'est eux-mêmes au début qui hésitaient à venir prendre la douche en même temps que moi. T'as réussi à fédérer autour de toi. J'ai réussi à fédérer, à éduquer et aussi à changer un peu cette vision de l'homosexualité, de l'homosexuel, parce que c'est vrai que oui, avant beaucoup de préjugés, et puis surtout avant les représentations qu'on avait quand on était plus jeune, c'était Cage aux folles, c'est les petits jeunes de télé-réalité plus efféminés que mes 5 sœurs réunies. Et voilà, même si que je respecte tout le monde, mais c'est juste que l'homosexuel, c'est pas forcément ce genre de personne. Même si que j'adore les personnes qui sont efféminées, je m'entends très très bien avec elles, avec eux, avec elles, et on passe toujours des bons moments. Mais en fait, l'homosexualité, c'est pas que ça. On est tous différents et c'est pas forcément qu'une personne très efféminée. Ouais, mais là, on revient un peu au sujet des représentations. C'est plus on va avoir de représentations, plus on va un peu tuer les clichés qui peuvent rester dans nos têtes. Et c'est ça, et c'est pour ça que je suis là, parce que c'est aussi pour ça que le documentaire a été très bien reçu, parce que je suis aussi un peu à l'opposé de plusieurs stéréotypes, plusieurs clichés que la société pouvait se faire sur le sujet, quoi. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer dans le monde du rugby ou même du sport, justement, pour qu'il y ait plus d'ouverture et moins de préjugés? Ouais, moi je pense que du coup, chaque début d'année, en septembre, quand tu prends ta licence, quand tu fais la rentrée, avoir cette demi-heure ou 3/4 d'heure de formation obligatoire pour expliquer les bons gestes à avoir, les bons comportements, les parents aussi, les bonnes attitudes à avoir quand ils viennent voir les gosses lors de matchs ou entraînements, les éducateurs, le discours aussi, les mots qu'ils emploient
de faire attention. Les coéquipiers, les bons gestes à avoir et les bonnes attitudes, que ce soit verbales ou non verbales. Parce que parfois, un mauvais geste, tu dis rien à l'arbitre, ou on n'est pas là au sport forcément pour tuer l'autre ou assassiner l'autre. Il y a des règles, donc respecter les règles. Et une fois de plus, leur rappeler que chaque discrimination est interdite par la loi, c'est un délit. Donc, juste avoir les bons gestes, les bonnes attitudes, et le rappeler tous les ans pour que ça rentre. C'est comme l'anglais, plus tu apprends l'anglais, plus tu es bilingue, plus tu sais les bons gestes à adopter, mieux tu les adoptes. Et puis voilà, commencer par là déjà, c'est vraiment sensibiliser, informer, plutôt que imposer. La journée, comme ils font dans la Ligue nationale de foot, au mois de mai, ils te mettent toujours le brassard arc-en-ciel, sauf qu'en fait, il y en a, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Donc du coup, informer, parler, sensibiliser, plutôt que sanctionner ou imposer. Est-ce que tu penses que les médias aussi, ils ont un rôle à jouer là-dedans ? On a tous un rôle à jouer dans la société, que ce soit les médias, les politiciens, les profs, les voisins, les parents. On a tous un rôle à jouer. Et puis, que ça nous touche de près ou de loin, au final, c'est juste respecter l'autre, une fois de plus. Respecter la singularité de chacun, et basta. Moi, je vais pas te dire que les cheveux noirs, c'est plus beau que les cheveux blonds. Enfin, voilà, même si que c'est vrai. Je rigole. Est-ce que j'ai écouté, je te disais quand on s'est parlé avant, que j'ai écouté le podcast de Paint avec ton copain Clément. Tu as aussi choisi de médiatiser, en tout cas de parler, tu vois, de ton couple un petit peu dans les médias. Déjà, le podcast, j'ai adoré parce que l'histoire de votre rencontre, c'est trop mignon. Pourquoi tu as aussi décidé de parler, tu vois, de ton copain dans les médias ? Déjà, mon copain est très connu dans la communauté. Okay. Et c'est un artiste qui fait des illustrations homo-érotiques à la ligne. Il fait ça très très bien. Il a fait pas mal de collabs. Mais en fait, j'ai décidé tout simplement parce que moi, j'ai un peu de visibilité. Et puis parfois, en fait, je voulais pas forcément toujours qu'il soit dans l'ombre. Parce qu'en fait, on est un binôme et on est beau à deux. À deux, c'est mieux. Et du coup, là, c'était une possibilité de raconter notre histoire, parce qu'en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis en couple avec Clément, donc du coup, c'est normal que je parle de lui. Et du coup, naturellement, ça m'a semblé logique. Je lui ai proposé, il a accepté. Et du coup, on a dit oui pour ce magnifique livre Love Story. Voilà, c'est l'histoire d'amour, c'est une fois de plus, c'est donner un peu d'espoir à certaines personnes, donner un peu de visibilité et montrer aussi que la société est belle, mais elle a beaucoup de multiples, différentes, et il y a beaucoup de je perds mes mots, mais tu m'as compris, voilà, c'est la différence qui fait la beauté du monde. Tu nous as ramené, je crois, justement des petits maillots pour nous montrer, parce que je crois que justement tu joues dans des clubs inclusifs, c'est ça ? Ouais. Alors attends. Pour le coup, j'ai été pas trop mauvais. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup l'Île-de-France de représenter. Attends, je sais pas si on t'entend, je vais t'avancer le micro. J'ai pas été trop mauvais, j'ai pas voulu rendre qui que ce soit jaloux. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs d'Île-de-France qui sont représentés. Donc, on va commencer par le plus vieux club inclusif de France, enfin d'Île-de-France, pardon. C'est les Gaillards. Trop cool. Gaillards, d'ailleurs, ils ont été champions du monde l'année dernière. Et en fait, ils ont 3 équipes et c'est un club inclusif. Donc, il y a des gays, des hétéros, des bi, des personnes trans. Comme en un fait, club comme ça devrait être normal. Voilà, c'est un club de rugby inclusif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils acceptent tout le monde et ils incluent. Ils excluent pas, par exemple, les hétéros sont acceptés. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est le premier club de Paris, là, les Gaillards. Okay. Et ils sont très bons, ils ont un très bon niveau. Du coup, tu as un maillot parce que tu as joué pour eux ? J'ai un maillot, non, parce qu'en fait... je les soutiens et donc du coup je prends les calendriers, les maillots. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore porté. Oui, il y a encore l'étiquette. Voilà, il y a encore l'étiquette. Et ça, c'est les coqs festifs.
Donc ça, c'est l'ancien maillot, parce que le nouveau maillot est sponsorisé par Grindr, même si on ne fait pas de pub. Et les clubs festifs, c'est pareil, un club inclusif à Paris. Et ils ont une très bonne communication. Ils ont fait Drag Race saison 2. Et voilà. J'adore Drag Race. Moi aussi, j'adore. Et donc, ça, c'est cool. Il y en a beaucoup des clubs inclusifs partout en France. Okay. Donc, ça, c'est vraiment les 2 gros clubs de la capitale. Et moi, lors de ces 2 dernières années, pour le coup, je t'ai dit que j'étais à Bordeaux. Et à Bordeaux aussi, il y a un club inclusif qui est d'ailleurs, ça, c'est La Clame. La Clame, c'est mon petit nom. Mais un club inclusif s'appelle les Cannelions. Les Cannelés. Cannelions. Et du coup, donc ça, c'est leur premier maillot. Il manque de sponsors, donc si vous voulez défiscaliser, n'hésitez pas à les contacter pour sponsoriser. Mais surtout, ils m'ont demandé si je voulais venir les aider à entraîner, à structurer le club. Donc j'ai accepté, j'ai passé une année de folie, une belle aventure humaine. J'ai vu les gars progresser. Et d'ailleurs, en parlant de ça, là, à la fin du mois de juillet 2025, il y aura les Eurogames à Lyon. Les Eurogames à Lyon, c'est une compétition européenne qui regroupe plein de sports et beaucoup d'équipes inclusives pour faire une compétition. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, c'est les gay games pour les clubs inclusifs. Sauf que là, c'est la même chose, sauf que c'est à taille européenne. Okay. Et donc, du coup, moi, je suis ambassadeur. J'ai la chance d'être ambassadeur. Trop bien. La ville de Lyon met à disposition toutes les infrastructures, le stade de rugby Gerland, les piscines, toutes les infrastructures sportives de la ville et de l'agglomération. Et ça sera une belle fête, une belle réunion, et ça sera un beau moment de sport inclusif, d'amour et de fête et de joie. Ça va être cool. Et voilà. du coup, pourquoi, juste pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi on a créé des clubs inclusifs ? On a créé des clubs inclusifs tout simplement parce qu'en fait, il y a des clubs classiques, on va dire ça comme ça, qui ont parfois un peu ces mauvais comportements avec une personne de la communauté qui vient faire du sport. Et du coup, au lieu de se priver d'un sport qu'on aime, et ben en fait, les gars ont préféré faire leur propre association, leur propre structure pour pouvoir continuer à faire leur sport, mais dans des conditions sécuritaires où ils ne se sentent pas jugés, où ils peuvent être eux-mêmes. Et voilà, donc certains diront c'est dommage, mais en même temps, quand tu te fais insulter, dévisager, ou quand tu n'es pas accepté, ou quand tu n'es pas à ta place, pas au quotidien, mais à chaque entraînement, c'est pas bien, enfin, c'est pas vivable. Donc parfois, il vaut mieux faire son petit truc à soi, à sa façon, où on se sent bien, plutôt que de le faire ailleurs où on est toujours discriminé, et, insulté, dévisagé, et où on sent qu'on n'est pas à notre place. Mais l'idéal, voilà. Ça serait qu'en fait, il n'y ait plus besoin de ces clubs-là. Une fois de plus, c'est l'idéal, c'est ce qu'on voudrait plus. Mais bon, avec des si, on refait le monde. Je serais blanc, hétéro et millionnaire. Et justement, tu parles de millionnaire. C'est quoi, toi, là, tu m'as dit que tu commences un nouveau travail. Tu es beaucoup dans les médias, justement, pour transmettre ton message. Est-ce que tu as ton prochain rêve aujourd'hui, parce que tu as fait ta carrière de rugbyman? C'est quoi ton prochain rêve? Mon prochain rêve, c'est de réussir à plier le genou et de me relever avec un oui. Demander la main de Clément. Wow. Mais avant ça... j'ai hâte, tu nous diras. Avant ça, non, on retire ce que je viens de dire. Pardon. Non, juste avant ça, oui, ça c'est un de mes projets, mais on va dire dans un premier temps, c'est bien réussir ma reconversion. Donc là, je commence un nouveau boulot à partir du mois d'août en tant qu'ingénieur commercial. Après, le deuxième projet, ça va être de choisir une belle maison ou un beau loft avec Monsieur Legrand pour avoir notre petit nid douillet en Normandie à Rouen. Juste, réussir ma vie professionnelle, ma reconversion, avoir notre petit chez nous, notre grand chez nous, parce que j'aime bien quand il y a un peu d'espace. Et puis après, il n'y a aucune obligation, mais peut-être pourquoi pas adopter. Ok. Et peut-être une bague au doigt. Wow, un mariage, des enfants, une maison. Oui, voilà. Après, c'est pas non plus l'objectif in fine, pardon. S'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas de gosse, c'est pas grave, on sera des super tontons et puis on restera ensemble.
Mais oui, c'est la suite presque logique, mais une fois de plus, je suis encore un peu dans ce schéma hétéronormé, parce que je peux très bien ne pas avoir d'enfant et je serais super tonton, et je peux très bien ne pas être marié et je serais très heureux aussi. Mais on se dit pourquoi pas, vu qu'on a aussi ces droits, cette possibilité d'eux, donc pourquoi pas. J'espère qu'on sera invité à ton mariage. Eh ben, je m'incruste. D'abord, il faut que je travaille, d'accord, mais avec grand plaisir, on fera un mariage sponsorisé et tout le monde sera invité. Dernière question, aussi, on a beaucoup parlé de représentation, de rôle modèle. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont justement envie de parler à leurs proches, tu vois, et qu'ils n'osent pas, tu conseillerais quoi, toi ? De se documenter. Il y a pas mal de supports numériques, papier, audio, vidéo, comme celui-ci pour expliquer, pour donner de la visibilité, pour rassurer. Et puis après, les jeunes, ils peuvent aussi contacter certaines personnes qui sont visibles. Je parle pas forcément de moi, mais il y a plusieurs personnes. Christophe Beaugrand, qui est présentateur télé, qui est à Out et qui est très impliqué. Le parrain du festival où on est allé ensemble. Ouais. Et lui, je parle de lui, mais il y en a aussi plein d'autres, des chanteurs, des chanteuses, des personnes un peu moins connues, des chefs d'entreprise. Je sais pas. Il y a tellement de personnes qu'on peut contacter beaucoup plus facilement maintenant avec les réseaux, avec LinkedIn, avec Instagram, avec Facebook, ou je ne sais pas quel autre média, mais c'est toujours compliqué de ne pas faire, de ne rien faire. Donc du coup, parfois, donc moi j'insiste et je conseille aux gens de faire. Parfois c'est peut-être maladroit, mais au moins ils ont essayé et ils ont fait. Donc utilisez tous les supports qui sont disponibles pour donner un peu de force, de courage à certaines personnes. Aussi, s'informer sur les bons gestes, les bons comportements, comment agir, comment faire. Et puis une fois de plus, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Donc, comme je dis souvent, les parents, vous êtes nos phares. Donc aidez-nous à nous diriger, à nous repérer, à ouvrir d'autres portes. Et ensemble, on sera plus beau. Donc apprenons à nous connaître, dialoguons encore beaucoup plus, mais de sujets concrets et pas forcément « ça a été ta journée, t'as mangé quoi à la cantine ?» Apprends à connaître ton enfant, genre est-ce que ça va, les amours, est-ce que tu veux en parler Parfois, il faut faut aller plus dans le concret, dans les conversations. Et je pense que c'est tabou parfois, c'est délicat. Mais parfois, il vaut mieux avoir un peu de maladresse que de ne rien faire. N'ayez pas peur des tabous parce que vous n'avez pas fait la pipette. Et puis, si on peut tous s'aimer, ce sera encore plus beau. Ouais. Super, trop bien. Est-ce que, justement, sur ces belles paroles, est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te suivre sur les réseaux s'ils ont envie de suivre ton contenu Parce que je sais que tu passes beaucoup dans les médias, tu fais beaucoup de conférences sur le sujet. Je fais beaucoup de conférences sur le sujet. J'essaye de faire un peu moins de médias, même si je suis là aujourd'hui et puis je suis content d'être là. Mais oui, sur Instagram, Jérémy Clamier-Drou. Pareil sur LinkedIn, sur Facebook pareil, mais déjà si aujourd'hui on se voit, c'est qu'on est dans le podcast et puis on va pouvoir faire une collab ensemble et puis voilà. Mais surtout aimez vos prochains, enfin juste ça, enfin c'est très utopique, je suis désolé, j'argumente pas trop, mais juste arrêtez ces violences et apprenez à connaître l'autre. Et on a le droit de ne pas aimer tout le monde. Il n'y a aucun problème. C'est un droit. Mais on n'a pas le droit de ne pas respecter les autres. Ça, c'est la nuance. Donc, aimez-vous. Merci Jérémy pour ce bel épisode. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, ici ou ailleurs. Un plaisir, je serai là au mariage, promis. Et bien voilà. À bientôt. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette discussion t'a plu, pense à mettre une note sur Spotify. Je sais, on le répète tout le temps, mais ça aide vraiment les podcasts à se faire connaître. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Laisse un commentaire ou partage et parle de cet épisode autour de toi. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Hey, je te le dis en